Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo d'Historiapolis, toujours consacrée à répondre à la question « Comment s'est développée la pensée dans les grandes civilisations ?», avec un regard particulier sur la philosophie. L'épisode précédent était consacré à la Grèce, car c'est dans les régions de peuplement et d'influence grecque que se sont historiquement développées les premières formes de pensée philosophique rationnelle et structurée autour du bassin méditerranéen. On verra plus tard que les influences sont différentes en Asie, notamment en Inde et en Chine, mais dans cette première série de vidéos, on se consacre surtout aux grandes civilisations nées à partir de la Méditerranée. Dans ces grandes civilisations méditerranéennes, il y a évidemment la Grèce, mais il y a aussi Rome. Je rappelle que je me base toujours sur un certain nombre de lectures que j'ai faites, mais en particulier sur le livre Histoire mondiale de la philosophie de Vincent Citeaux. Autre aspect que je voudrais rappeler, dont j'avais déjà parlé dans la première vidéo, l'importance pour toutes les civilisations qui seront passées au crible dans cette série de la succession de trois grandes étapes, trois grandes époques de la pensée. D'abord l'époque préclassique, qui correspond au début de l'ascension historique d'une civilisation, caractérisée par la domination du référent religieux, des panthéons divins et mythologiques dans l'explication du monde. Ensuite l'époque classique, qui correspond à l'apogée de l'influence de la civilisation donnée dans le monde, souvent par des conquêtes militaires, et au sein de laquelle la religion perd en influence pour être remplacée peu à peu par une pensée plus logique, plus rationnelle, la philosophie. Enfin, il y a une période post-classique, celle du déclin politique, militaire, économique de la civilisation, qui est toujours un déclin très long, marqué au début par un tel rayonnement de la philosophie que celle-ci finit par se spécialiser et se transformer en discipline, rigoureuse et méthodique, c'est ce qu'on appelle la science, tandis que la philosophie elle-même a une tendance à tourner en rond, à s'ankyloser, à s'enfermer dans une pensée toujours plus abstraite, ce qui provoque sa déchéance. Pour faire face au déclin et à la perte de sens de la philosophie, les peuples effectuent une forme de retour au religieux, mais un religieux beaucoup plus éparpillé, plus superstitieux et bien moins structuré que le religieux des périodes préclassiques. Le postulat de Vincent Citeaux, c'est que cette dynamique, préclassique, classique, post-classique, elle est vraie d'une manière ou d'une autre pour toutes les grandes civilisations de l'histoire. Et on verra dans la prochaine vidéo qu'elle peut parfaitement s'appliquer à l'Occident dans sa dynamique actuelle. La période préclassique romaine, elle va s'étendre environ de 200 à 80 avant notre ère, c'est-à-dire à peu près le dernier siècle de la République romaine. Pour introduire cet épisode, il est important de noter que la philosophie romaine est surtout un agrégat, une synthèse plutôt qu'une production endémique. On n'observe pas à Rome la spécialisation appliquée dans le monde grec et égyptien au niveau philosophique, au niveau de la pensée, car les Romains sont fondamentalement pragmatiques et littéraires, plus que véritablement philosophes. C'est pourquoi les œuvres des penseurs romains se distinguent souvent par leur grand éclectisme, mêlant histoire, littérature, traités techniques et considérations philosophiques. Par ailleurs, il faut rappeler que, vu le niveau d'assimilation que les Romains ont pratiqué à l'époque impériale, de nombreux penseurs écrivant en latin n'étaient pas à proprement parler de Rome, et de nombreux, entre guillemets, vrais Romains, notamment d'élite, se sont exprimés en grec. Tout cela ne facilite pas la tâche d'identification de Rome comme une civilisation philosophique structurée. Dès le début, si Rome devient d'abord une puissance en éliminant ses ennemis locaux, dans le sud et le centre de l'Italie notamment, les esprits intellectuels romains sont tournés vers la Grèce. Ça se fait très simplement, notamment par l'intermédiaire de la Grande Grèce, qui s'établit sur les rives de la Sicile et de la Calabre, ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente. C'est l'invasion de la Grèce au IIe siècle avant notre ère qui va vraiment lancer une hellénomanie, ce qu'on pourrait appeler une hellénomanie, au sein des élites de la péninsule italienne. L'un des grands passeurs de la culture et de la pensée grecque aux élites romaines de l'époque, c'est l'historien Polybe, qui est célèbre justement pour ses histoires. Ça n'est pas sans susciter une réaction conservatrice. Dans les années moins 180 à moins 160, comme l'illustre le scandale des Bacchanales, qui va mener à l'interdiction des fêtes initiatiques d'inspiration divine grecque. Le grand représentant du conservatisme traditionnaliste romain, grand connaisseur de la culture grecque, bien que peu enthousiaste à l'idée de son importation, c'est Caton l'Ancien, qui va se faire connaître par son opposition à Scipion l'Africain,
qui pour sa part est un fervent soutien de la colonisation méditerranéenne, mais aussi de l'hellénisation de Rome. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les débuts de l'expansion romaine, dès les débuts de l'expansion romaine, il va y avoir un débat structurant à Rome entre est-ce qu'il faut être traditionnaliste romain ou est-ce qu'il faut importer une partie de culture étrangère pour enrichir la pensée et la culture romaine. Finalement, la tendance de fond hellénisante va finir par l'emporter au milieu du IIe siècle avant notre ère, notamment à la suite de la fameuse ambassade grecque de moins 155 à Rome. Vincent Citeaux l'a décrit en ces termes. Le point de bascule est la venue à Rome de l'ambassade athénienne de moins 155, réclamant l'annulation d'une amende. Les 3 représentants des grandes écoles philosophiques, Carnéade pour l'Académie, Diogène de Babylone pour le Portique, Critolaos pour le lycée, profitent de l'occasion pour donner des conférences publiques qui enthousiasment la jeunesse lettrée. La fièvre hellénophile redouble à Rome, suscitant le séjour de nouveaux philosophes grecs, ainsi que des voyages d'études de Romains en Grèce. Jusque-là très religieuse et notamment pythagoricienne, l'influence de la philosophie grecque va se faire plus rationnelle. Et bien qu'ils furent adoptés souvent en posture et de manière assez superficielle par les Romains, les mouvements sceptiques et surtout stoïciens eurent une grande influence sur la Rome de l'époque. Sans rentrer dans le détail de ces courants philosophiques, il faut comprendre que ce sont des pensées avant tout destinées à l'usage d'une classe politique qui, à Rome, est surtout composée de militaires, sénateurs et de hauts technocrates, c'est-à-dire des hommes d'État, formés principalement à l'exercice d'une autorité implacable, avec une responsabilité sur beaucoup de monde, qui ne doit pas être contestée. D'où l'adoption d'une certaine posture stoïque. D'ailleurs, stoïque, littéralement, c'est ce qui tient d'une certaine forme d'insensibilité et de fermeté. Mais justement, chez ces personnes de pouvoir, se pose la question de l'usage moral de ce pouvoir. C'est pourquoi le stoïcisme débouche sur une réflexion particulièrement centrée sur la question de l'éthique. On voit bien là qu'on est dans une approche pragmatique et complètement différente de celle des philosophes grecs. On est loin par exemple là de l'attitude d'un Diogène dans son tonneau qui s'écarte totalement des responsabilités du monde. Voilà une grande différence entre civilisation grecque et civilisation romaine en philosophie. Vers la fin de la République, avec l'augmentation des tensions et des guerres civiles, l'éloquence prend de plus en plus d'importance comme méthode idéologique au Sénat et parmi les tribuns. Et c'est notamment de cette manière que la philosophie va se faire une place de plus en plus prépondérante dans la vie publique. La période classique de la philosophie romaine, elle n'est pas loin de correspondre en gros à la période de transition entre la République et l'Empire. Et à l'époque de la fin de la République, 2 mouvements d'idées couplés sont à l'œuvre chez les philosophes romains. Progression de l'individualisme d'une part, et d'autre part, d'une certaine forme d'universalisme, on va dire atteinte progressiste. On peut noter l'esprit encyclopédique et polymathe. Donc on le rappelle, un polymathe, c'est une personne dont la connaissance est très approfondie dans un très grand nombre de domaines. L'esprit polymathe d'un Varron, qui est un philosophe central de la période romaine classique. D'un autre côté, le droit, en particulier, reflète largement l'esprit du temps qui s'incarne chez le plus grand penseur de l'époque, Cicéron. On peut aussi noter Lucrèce, qui écrit De Rerum Natura, de la nature des choses, et qui est un penseur important en ce qu'il s'inscrit dans, on va dire, l'héritage de l'épicurisme grec. Varron et Cicéron, en bons romains, sont très éclectiques, bien qu'ayant le point commun d'effectuer un pas en arrière vis-à-vis de la pensée religieuse, du polythéisme romain. Lucrèce, lui, qui est tout aussi anti-religieux, il est beaucoup plus matérialiste, dans la veine épicurienne. Tout ça n'empêche pas que, au milieu du 1er siècle avant notre ère, un retour du religieux s'opère assez puissamment, assez massivement, par un courant analogue à celui de la Grèce, avec notamment une forte passion populaire pour l'astrologie et tout ce qui est l'ésotérisme, et même les croyances orientales. Cette ferveur religieuse orientalisée est amplifiée par la conquête d'Alexandrie, en moins 30, et la fondation de l'Empire romain. Avec l'unification politique se fait jour un besoin d'unification religieuse. Le culte impérial est instauré. En d'autres termes, l'empereur romain est tout simplement considéré à l'égal d'une divinité. Ici, la comparaison avec la Grèce du IVe siècle est intéressante,
C'est-à-dire que face à une poussée matérialiste et naturaliste jugée trop marquée, c'est le cas en Grèce des atomistes Leucippe et Démocrite, comme c'est le cas à Rome de l'épicurien Lucrèce, un certain retour au religieux, sans entièrement oublier ses développements, s'effectue à la période dite julio-claudienne, c'est-à-dire de la fondation de l'Empire en -27 jusqu'à environ 68. Pline l'Ancien, qui est notamment connu pour être mort en 79 lors de l'éruption du Vésuve, est le plus célèbre représentant de l'époque. À la même époque, d'ailleurs, l'école stoïcienne atteint le sommet de son déploiement sous l'influence du philosophe Sénèque. Par la suite, la philosophie romaine s'appauvrit considérablement, se résume à du commentaire et retourne progressivement dans le giron de l'espace grec, notamment sous l'effet de son institutionnalisation par l'empereur et philosophe Marc Aurèle, qui crée 4 chaires de philosophie à Athènes en 176, chacune dévolue à une école différente, le stoïcisme, l'aristotélisme, le platonisme et l'épicurisme. Cette professionnalisation est incontestablement responsable de la perte du statut très avant-gardiste de la philosophie. C'est-à-dire que c'est un peu le problème, dans tous les domaines d'ailleurs, de l'institutionnalisation. Quand un courant, un mouvement s'institutionnalise, il gagne en respectabilité ce qu'il perd généralement en créativité sur le long terme. Le premier mouvement, donc, c'est celui-là, dans l'époque post-classique romaine, c'est ce mouvement d'une sorte de retour à la Grèce et d'un déclin, d'un long déclin de la philosophie romaine. La fin de l'Antiquité romaine, elle se caractérise également par un autre mouvement de fond, qui est la christianisation progressive de la philosophie, jusqu'à la disparition totale du paganisme de l'ancienne religion romaine. Au IIIe siècle de notre ère, alors que l'Empire romain commence à se déliter, tant par les invasions extérieures, donc ce qu'on appelle communément les invasions barbares, les invasions germaniques, que par le chaos politique interne, puisque la longévité des empereurs est de plus en plus courte et que les coups d'État sont de plus en plus fréquents, eh bien le culte impérial n'a plus aucun sens. La promesse de la vie éternelle est autrement plus attirante et magnifiée en plus par l'origine orientale du christianisme, puisque l'orientalisme, entre guillemets, produit toujours son effet. Et bien paradoxalement, en dépit de ses origines orientales, c'est le christianisme qui va sauver cette langue occidentale qu'est la langue latine, alors toute proche de la disparition au 5e siècle au profit du grec, puisque le grec est plutôt la langue d'exercice des néoplatoniciens, et que les chrétiens, les écrivains, les penseurs chrétiens vont se faire un peu les garants de la langue latine. Et peu à peu, l'ouest et l'est de l'Empire vont définitivement se couper, avec les conséquences que l'on connaît, donc la division en 285, sous Dioclétien, entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Après un 3e siècle catastrophique à tous les points de vue, y compris philosophique, le 4e et le début du 5e siècle vont marquer une forme de renouveau. La philosophie est désormais presque indiscernable de la pensée religieuse, ce qui est typique des périodes post-classiques. Alors qu'elle ne subit plus la persécution depuis l'édit de 313, la religion chrétienne est désormais plus occupée à lutter contre ses propres hérésies internes, comme l'arianisme par exemple, que contre un paganisme qui est devenu presque résiduel. Donc par paganisme, on entend l'ancienne religion polythéiste romaine, ou les religions également, les panthéons, les mythologies des peuples germaniques qui pénètrent l'Empire romain par le nord. À l'ouest de l'Empire, l'Afrique du Nord est un vivier intellectuel puissant, comme en témoigne l'influence de saint Augustin. On peut aussi citer les écrits de saint Ambroise de Milan, presque à la même époque, donc on voit qu'on a affaire presque exclusivement à des penseurs religieux, chrétiens. Cependant, à partir de la mort de saint Augustin, l'Empire romain, submergé, va définitivement s'effondrer, et tout ce qui reste de culture avec. L'alphabétisation est presque réduite à néant, la maîtrise du latin est le fait de quelques lettrés, et la circulation régionale des savoirs est presque inexistante. 2 penseurs notables, eux-mêmes chrétiens, font quand même office d'exception dans cette obscurité de l'Antiquité tardive, Boès d'une part, et saint Isidore de Séville, qui est célèbre pour ses étymologies, donc les origines en français. À la suite de cette longue période de décrépitude de l'Empire romain et de la civilisation romaine, va se profiler une très longue période d'âge sombre
en Occident qui correspond à ce qu'on appelle en gros le Haut Moyen-Âge, où l'Europe est très désorganisée et où vont se succéder des périodes de tentatives de réorganisation, comme avec l'Empire de Charlemagne par exemple, et des périodes de chaos terribles, comme durant les raids vikings au 9e, 10e siècle, qui vont largement retarder les débuts de l'Occident chrétien. À l'est et au sud du bassin méditerranéen, c'est l'Empire byzantin qui va peu à peu s'affaiblir, jusqu'à tomber sous les coups d'une nouvelle religion qui se propage très vite, au 7e et au 8e siècle, l'islam. Tout ça, ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo, qui portera d'un côté sur la civilisation islamique de la Mésopotamie et de l'Arabie jusqu'à l'Espagne, et les grands penseurs et philosophes de son âge d'or, et de l'autre côté, sur ce que Vincent Citeau appelle dans son livre « Histoire mondiale de la philosophie », la civilisation euro-occidentale, c'est-à-dire celle qui est issue, celle qui est le produit de l'Occident chrétien médiéval. Le sujet des deux premières vidéos, donc la Grèce et Rome, portait sur deux civilisations fondées sur des religions, au départ en tout cas polythéistes. Le sujet de la prochaine vidéo portera sur deux civilisations reposant sur des monothéismes. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous a également plu. N'hésitez pas à la partager, et à bientôt sur Historiapolis.